bonsoir et merci de nous rejoindre. Je suis ravie de vous retrouver et de vous accompagner, comme chaque mardi et mercredi, à la bonne heure de 15h à 16h sur Canal Algérie. Eh bien, pour l'émission d'aujourd'hui, nous irons tout d'abord du côté du milieu estudiantin et nous parlerons d'un événement qui aura lieu demain. Il s'agit d'un workshop sur l'astronomie et l'astrologie organisé par Quanta Club et pour en parler, nous aurons avec nous Amira Malek. Nous reviendrons également sur un hommage qui a été rendu à la grande moudjahida et militante anticolonialisme Annie Steiner, organisé donc par l'association Ahmed et Rabah Asla. Nous reviendrons sur ce bel hommage qui lui a été rendu et pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir Monsieur Omar Moussi et Monsieur Fouad Soufi. Et puis, elle sera là, elle est de retour. Il s'agit de Mina Abed et sa rubrique Nostalgie. Elle nous avait manqué, il faut le dire. De retour. Eh bien, voilà, c'est le retour. Et aujourd'hui, en fait, c'est la deuxième partie de la dernière rubrique qu'elle nous avait proposée, une rubrique très intéressante. Eh bien, nous continuerons de parler de l'habit traditionnel palestinien, des broderies également. Eh bien, elle nous donnera tous les détails sur ces belles tenues tout à l'heure à travers la rubrique Nostalgie. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et avant de retrouver mes invités, je vous propose ça et on revient juste après. À tout de suite. Retour et il est temps pour moi de présenter mes invités. Et je vais commencer par Amira Malek. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bienvenue parmi nous. Merci pour l'invitation. En tout cas, on va parler de plein de belles choses. On va replonger un petit peu dans le monde étudiant, je le disais tout à l'heure. Donc, vous allez partager avec nous justement toutes les activités que vous organisez au sein de ce club et surtout spécialement cet événement qui débutera demain. En tout cas, ça sera dans pas longtemps, ok? D'accord. Voilà. Et je vais passer à Monsieur Fouad Soufi. Marhaba bik. Comment allez-vous? Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est gentil de votre part et merci à vous. Et aujourd'hui, vous êtes accompagné de Monsieur Omar Moussi. Oui, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et puis, c'est un honneur de venir parler aujourd'hui d'une grande moujahida qui est Annie Steiner. C'est vraiment avec plaisir qu'on le fait. Tout à fait. Avec vous, messieurs, on va revenir sur ce bel hommage qu'on lui a rendu justement dans le cadre de la commémoration des événements du 11 décembre. Et puis, donc, parler aussi de cette belle personne, de tout ce qu'elle a fait. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être parmi nous pour en parler. Merci. Et je vais finir avec Mina Abed. Ça va? Ça va. Touhachnak. Moi aussi, touhachtkom. Voilà, ça a bien reposé? Oui. Oui. Très bien. Très bien. Super. En tout cas, bon retour parmi nous. Merci. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est la suite. C'est la suite de la rubrique. La dernière fois, on avait parlé des tenues traditionnelles. Là, on va parler de la broderie. Voilà. En tout cas, on a hâte de découvrir tout ce que vous avez à nous dire. Et on va commencer, bien évidemment, par l'actualité. Bon, nous en avons deux, mais on va donc donner la priorité à l'événement historique, bien évidemment, et parler, Monsieur Soufi, de cet hommage qui a été rendu à Annie Steiner. Donc, comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cet événement? Je ne pourrais pas vous dire comment ça s'est passé puisque je n'y étais malheureusement pas. Donc, je pense Omar Moussi y était. Oui, d'accord. Donc, l'hommage est venu parce qu'au départ, on attendait, parce qu'il faut qu'on dise aussi que sa fille n'a pas pu rentrer le jour de décès de sa mère parce que c'était le corona et tout ça. Exact. Et puis, après sa mort, on voulait lui rendre un hommage ou un recueillement au moins pour la première année parce qu'elle est décédée en 2021. Exact. Bon, comme il n'y a pas eu de suite des deux côtés, donc à l'occasion du 11 décembre 1960, la Fondation Asla, que je remercie d'ailleurs, qui forme beaucoup de commémorations, m'ont sollicité pour leur fournir des documents et tout un truc. Alors on s'est mis d'accord pour faire la commémoration le 9 décembre. À 14h, il y avait un monde vraiment important. Beaucoup de personnes sont venues lui parce rendre que hommage, Annie, quand vous dites Annie Alger, c'est tout le monde qui connaît la dame, qui sillonne les bibliothèques, les librairies. Donc il y a eu cet hommage qui a été d'ailleurs, on va dire, clôturé par un film ou un documentaire
que Rachid Bouchareb, là, le réalisateur d'ailleurs, qui a fait un bon travail en 2019. Oui, donc il faut souligner aussi que c'est grâce à Eri Lahriz qu'il a pu avoir les coordonnées, tout ça. Oui. Donc pendant 2 mois, à peu près comme ça. Oui, pour le travail d'investigation, de recherche et tout ça. Et puis la disponibilité d'Annie Steiner, vraiment, elle a fait des efforts énormes. D'ailleurs, elle me parlait de ça et tout. Tout à fait. Donc, on a visionné le film et puis il y a eu un débat et puis des témoignages vraiment émouvants donc, qui ont été rapportés un peu par la presse et tout. Voilà ce que je peux dire. Vous disiez qu'elle sillonnait les bibliothèques, les librairies. Oui. Donc on venait, on avait pu découvrir une belle photo. Ça, c'est pour la dédicace de son livre, je crois. C'est ça. Donc il y a M. Rachid Bouzid. Qu'on salue cet après-midi. Qu'on salue, oui. Et puis il y a l'auteur qui est Hafid Amir et la Moudjahida Annie Steiner à la bibliothèque Kalimat, boulevard Victor Hugo. Qu'elle fréquentait toujours jusqu'au dernier jour presque au dernier jour de sa maladie parce qu'elle a fait un AVC avant de mourir pendant une quinzaine de jours. D'accord. Voilà. Et vous l'avez accompagnée pendant une longue période. Oui, je l'ai accompagnée. Vous l'avez bien connue. Oui, je l'ai accompagnée. Alors, des fois, elle restait jusqu'à 1h du matin, elle vous raconte des choses. Elle me racontait des choses qui se sont produits pendant les années 40, on dirait qu'elle parle de quelque chose qui s'est passé hier. Oui, elle avait une bonne mémoire. Parce que quand même, elle avait, je ne sais pas si je peux continuer dans le truc, parce qu'elle avait perdu quand même son père à l'âge de 13 ans. Et comme sa mère était institutrice à Bel Abbès et qu'elle ne pouvait pas rentrer, donc elle devait rejoindre Blida chez sa tante pour continuer ses études, le temps que sa mère puisse avoir le transfert de Bel Abbès à Blida. Et donc elle a fait le secondaire au lycée, comment il s'appelle déjà? Du Verrier, Ebno. J'ai oublié le nom du Verrier, j'ai oublié le nom. Oui, le nom a dû changer. Donc elle a côtoyé les grandes personnalités du mouvement national, Aban Ramdan et tout ce qui s'ensuit. Exact. Et elle a passé sa première année de baccalauréat. Et puis pour passer la deuxième année, il n'y avait pas de deuxième année à Blida. Donc automatiquement, ils sont descendus sur Alger pour faire sa deuxième année de bac. D'accord. Et sa mère a été institutrice à côté de Messonnier. L'école, elle y est toujours. Et ils habitaient là-bas. Et c'est comme ça qu'elle a obtenu son bac en quelques années. Et elle a fait le droit à la fac centrale. Donc elle est, on va dire qu'elle est juriste de formation. D'accord. Voilà, j'ai résumé un petit peu. Oui, bien résumé en tout cas, mais c'est pas fini. On va continuer d'en parler. Ce que je vous propose, c'est de découvrir un extrait justement d'un documentaire qui a été réalisé en 2016 donc par Canal Algérie. Donc Annie, une vie pour l'Algérie. Donc on regarde un petit extrait, on revient et on continue d'en parler bien sûr. D'accord. Cette libraire, qui est un métier de passeur de texte, d'émotion et tout, me permet de rencontrer des gens comme Annie. Annie est une femme étonnante. Annie, je ne lui demande pas sa permission parce que souvent elle n'aime pas parler d'Annie et elle n'aime pas qu'on parle d'Annie. Moi je vais parler d'Annie. Je sais que je vais le payer très cher par la suite, mais je prends le maquis quand même. C'est le 1er novembre, donc Annie, on va dire, est un personnage de roman. Je suis libraire, donc nécessairement ça influe sur ma perception des choses. Dans le sens où un personnage de roman, c'est à la fois une part d'ombre et une part de lumière. Et la part d'ombre d'Annie, comme nous tous, peut nous éclairer. Après ces si aimables paroles, il ne me reste plus qu'à les mériter. Et je voulais vous dire que ma mère me disait un jour, adolescente, je devais avoir à peu près 13 ans, j'avais dû dépasser les bornes permises. Elle m'a dit: Annie, tu es une révoltée. Tu finiras ta vie en prison. Ma mère avait raison, mais elle avait tort sur quelque chose d'important. Je n'ai pas fini ma vie en prison. Au contraire, j'y ai trouvé, j'ai commencé une nouvelle vie.
Des paroles très émouvantes, hein, n'est-ce pas, monsieur Moussi? Oui. Quand elle parle, ce qui m'étonne en elle, une mémoire, à 93 ans, elle avait une mémoire formidable. Elle peut vous parler du Brésil parce qu'elle a été au Brésil, elle a été un peu presque un peu partout. Donc, quand elle parle des événements comme ça, on dirait qu'ils se déroulent à 2 heures de temps normalement. Voilà. Donc, je vais passer à vous, monsieur Soufi. Donc, elle a voué, on va dire, Annie a voué toute sa vie pour l'indépendance de l'Algérie et même plus, même pour la reconstruction. Ah ben oui. Là, dans ce passage, je devais être dans la salle parce que j'ai reconnu la voix de l'animateur. Oui. Et précisément, c'est dans une librairie que j'ai fait sa connaissance. D'accord. Et c'est dans les librairies que je l'ai retrouvée. Bon, pour la petite histoire, moi je débarque d'Oran. Évidemment, j'ai fait mes études ici, mais enfin, j'ai reconstitué mon réseau social. D'accord, on va continuer. Et c'est dans cette date-là que j'ai trouvé la date. Vous disiez que vous aviez justement rencontré Annie pour la première fois dans une librairie. Hein. Donc ça confirme les paroles de monsieur Moussi qui disait qu'elle fréquentait beaucoup les librairies. Oui, ben c'est comme ça qu'on se voyait plus facilement. Par contre, j'avais entendu parler d'elle et je la connaissais, mais grâce à un film. D'accord. Un film de la RTA. Hein. Bon, la RTA d'autrefois. Parce que la télévision algérienne, en tout cas. Voilà, c'est plus facile. C'est celui de Hassan Bouabdallah, Barberousse, mes sœurs. Barberousse, mes sœurs, qui est un film en réponse à un autre film sur Barberousse qui ne parlait pas des femmes. Et donc là, ils ont fait un film sur les Algériennes qui étaient en prison à Barberousse et qui avaient été oubliées, entre guillemets, par le réalisateur. Non, je crois parce que Haj Rahim, c'était quelqu'un de bien quand même. Oui, bien sûr. Il ne faut pas non plus faire de procès à mauvais escient. Et donc, je savais qui c'était. Et j'ai eu le grand plaisir, comme ça, de la croiser dans une librairie. Et pratiquement, on a continué à se voir jusqu'à la Covid. D'accord. Et là, c'était terminé comme beaucoup de relations. Oui, de choses, Mais ce qui était intéressant en elle, dans une discussion, elle ne voulait pas apparaître comme une exception. Oui. C'est vrai qu'elle était très humble. D'abord, alors ça, impossible de lui faire dire qu'elle a fait quelque chose. C'est ça. Impossible. C'est-à-dire, si je ne savais pas qu'elle avait été en prison, je ne l'aurais jamais su de sa part. Mais elle ne voulait pas non plus apparaître comme une femme, européenne alors d'origine européenne. Elle dit elle est algérienne. À juste titre. L'est, hein, oui, voilà. À juste titre, elle est née ici, elle s'est battue pour son pays. Exact. Mais il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas seule. Il y a celles qui sont mortes, les armes des femmes, des moudjahidettes d'origine européenne qui sont mortes les armes à la main, et même des Européens, pas uniquement des femmes, etc., bien sûr, qui ont été arrêtées, pour la etc. cause, Et c'est pour ça que ce film dont je parle a ouvert un immense espoir, notamment pour ceux qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, qui n'avaient jamais entendu parler de ça. Et on considère, je vais peut-être exagérer, mais enfin, on les appelle aujourd'hui, certains les appellent aujourd'hui, les amis de la Révolution. Oui, c'est ça. Ce ne sont pas des amis de la Révolution. La Révolution a eu ses amis, mais pas que des Français, des Latino-Américains, des Russes, d'accord. Mais ça, ce sont des Algériens. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils ont vécu ici. Et c'est vrai que certains d'entre eux, et Annie faisait exception, elle, mais pas la seule encore. Elle a appris l'arabe. Oui. Elle a estimé que il faut apprendre l'arabe. Exact. Je peux même dire qu'elle a fait plus d'efforts que moi. Moi, je débarquais de France, d'accord, mais elle a fait beaucoup plus d'efforts que moi. Sur ce plan-là, je n'ai pas intérêt à me vanter. Je préfère. Mais bon, les autres aussi. Vous savez, quand Raymond Péchard est dans les maquis, elle ne va pas
ne va pas parler la langue de Molière. Oui. Elle est obligée d'apprendre le kabyle, elle est obligée d'apprendre un peu d'arabe, etc. D'accord. Et justement, il y a des livres qui ont été consacrés à Annie, des livres d'histoire, bien évidemment. Donc, de quoi parlent ces livres? Non, il n'y a pas eu beaucoup de livres d'histoire. Il y a eu un livre de mémoire. Voilà, mémoire. Bon, j'ai parlé de la Covid avant. Un jour, bon, on avait discuté, elle m'a dit j'ai envie de reprendre. Bon, j'étais disposé parce que je passais mon temps à lui dire il faut écrire, il faut écrire. Oui. Heureusement qu'Amal lui disait aussi la même chose. Quand on ne se croisait pas à l'époque, je lui disais d'écrire. Mais le jour où elle m'a dit écoute, viens m'aider. Et ce jour-là, j'étais plus disponible. J'étais dans un autre monde pour d'autres raisons. Et c'est ce qui va me rester. Bien sûr, l'un des plus grands regrets, c'est de n'avoir pas, quand elle m'a appelé, d'avoir pas répondu présent. C'est pas pour ça que j'étais absent quand même le jour de... C'est d'autres raisons. Donc en fait, elle avait encore beaucoup plus de choses à dire. Et on a déjà ce livre, bon, c'est important. Ça m'a permis de découvrir qu'elle écrivait de la poésie. Oui, c'est vrai. Là aussi, elle ne dit pas. Jamais elle m'a dit j'ai écrit des poèmes. Et puis tout d'un coup, elle écrit un très beau poème. Oui. Elle a écrit un très beau poème. Mais moi, ce que je retiendrai toujours, c'est que les enfants du quartier, quand ils l'ont vu à la télé, parce que là, je ne sais pas, bon, vous l'êtes conscient de l'importance de la télévision. Oui, bien sûr. Elle rentre dans les foyers, elle nous apprend tout. Elle nous apprend tout. Et les gosses, moi je les suis après, du quartier, après c'est devenu leur maman. Ils ont tous, tu me complètes ou tu me contredis. J'imagine comment ils tenaient à elle. Tata. Voilà. C'est devenu leur tata. Ils la voyaient. Mais comme elle allait travailler au secrétariat général du gouvernement, probablement ils avaient... Puis tout d'un coup, ils l'ont vue comme ça, modeste, gentille. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, je laisse la parole. C'est ça. On va justement revenir sur ce livre, Monsieur Moussi. Oui. Donc, déjà, vous avez choisi un poème. Oui, vous allez nous déclamer. Pour continuer. Et justement, pourquoi avoir choisi celui-ci et pour quelle occasion? Voilà, donc en plus, je vais donner quelques informations. Annie, elle faisait du piano. Elle faisait du dessin. Malheureusement, tous les tableaux qu'elle a faits, elle les a donnés. Il reste un seulement dans un état un peu. J'essaie de le sauver. Et pour les poèmes, la majorité des poèmes, à part, je crois, un ou deux, elle les a faites. Par exemple, Cette femme n'est pas une mère. C'est le poème qu'elle a fait en 1957 lors de son procès. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si on va passer on va le lire. Oui, allez-y. Hein. Donc, pourquoi elle a fait ce poème? Parce que le procureur a dit « Cette femme n'est pas une mère ». A dit monsieur le procureur. « Cette femme n'est pas une mère », ont répété les cervelles dociles. Vous avez le jugement prompt. Soyez loués par les cervelles dociles. Vous avez le goût de la justice prompte, soyez bénis par les cervelles dociles. Sachez, monsieur le procureur, que ce n'est pas simple. Cette femme était mère et par le don de la vie 2 fois renouvelé, elle a pris sa place dans l'humanité. Ce n'est pas simple, monsieur le procureur, de vouloir s'écaser. Avez-vous essayé? Avez-vous entendu les cris silencieux de la misère? Avez-vous vu les yeux des enfants de la misère? Avez-vous touché le corps des enfants de la misère? Et après les avoir touchés, après avoir touché les corps des enfants de votre chair, avez-vous pu dormir, monsieur le procureur?
Cette femme était mère, monsieur le procureur. Voilà. En fait, une forme de réponse. Hein. Oui, c'est une réponse. C'est une réponse hein. Parce que quand elle était là, le procureur a balancé comme ça à l'assistance. Il a dit, pourquoi il a dit ça, ça explique comment que ça se fait. Elle s'engage dans une cause qui n'est pas la sienne, et puis elle a s'abandonné parce qu'elle avait 2 filles. Donc c'est par ce poème qu'elle a répondu. Voilà. Ce poème peut être lu par une mère palestinienne ce matin, aujourd'hui, maintenant. Oui. C'est vrai. Par rapport à tout ce qui se passe à Gaza. C'est vrai, Il est justement. d'une actualité complètement... oui, ça je ne le connaissais pas, entre parenthèses. Je reconnais que je ne le connaissais pas. Je connais un autre tout aussi beau. Voilà, le deuxième, c'était après l'assassinat d'Yvetot. Voilà. Oui. D'ailleurs, c'est le même poème qui a été repris par cet auteur-là, D'accord. mais il n'avait pas cité l'auteur. D'accord. Ne la connaissant pas, donc il a dit c'est une militante d'origine européenne. D'accord. Donc voilà. Ok, allez-y. Voilà. On peut le lire aussi? Oui, oui. D'accord. Une minute. Ce matin, ils ont osé. Ce matin, ils ont osé vous assassiner. C'était un matin clair, aussi doux que les autres, où vous aviez envie de vivre et de chanter. Vivre était votre droit, vous l'avez refusé, pour que par votre sang, d'autres soient libérés. Et ce matin, ils ont osé vous assassiner. Rampant nuit et silence, cette immense clameur de ces hommes blessés et révoltés, nous apprend, mais trop tard, que de vos cages de fer, ils vous ont retiré. De cette longue plainte de ces hommes blessés et révoltés, vous suit dans les couloirs interminables de la mort. Vous étiez fier et calme, sûr de votre idéal. Vous côtoyez déjà les martyrs de l'histoire. Leur groupe ardent vous soutenait. Nous sommes tristes et meurtris à travers murs et barreaux qui veulent nous séparer. C'est à vous que nous demandons la force de supporter l'instant de cruauté, où le couperet, puis le coq a chanté. Ce matin, ils ont osé vous assassiner. Que vive votre idéal et vos sons entremêlés pour que demain, ils n'osent plus nous assassiner. Voilà. Beau poème, monsieur Soufi. Vous connaissiez celui-ci? Oui, celui-là, oui. Celui-là, oui. Mais ce que j'ai aimé dans ce poème, c'est la fin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui va se passer. Il va arriver un moment où, à force de guillotiner les militants et les militantes, ils ont commencé par les femmes, ils ont fini par ne plus par isoler les femmes et n'ont pas essayé quand même, ils ne sont pas allés jusque-là. Mais ils vont finir en 1958. C'est étonnant ce qui se passe dans ces assassinats d'État. On ne va plus guillotiner les militants du FLN, mais on va les fusiller. Oui, le résultat est le même. Exact. Mais enfin, c'est moins humiliant. C'est reconnaître qu'on a affaire à des combattants. Et puis un jour, De Gaulle c'est lui qui a fait ce passage de la guillotine vers la fusillade. Et donc De Gaulle va dire, bon, il faut arrêter les militants du FLN sont des militants pour... mais c'est un très beau poème. Exact. Et on peut dire justement qu'elle s'inspirait des histoires, des événements historiques, bien évidemment, pour écrire ces poèmes, n'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, oui, parce que quand il a été assassiné, elle était... elle était en prison. Elle était en prison, mais je ne sais pas si elle était encore à Barberousse ou bien elle a été transférée, parce que quand même elle a fait... Elle a fait Barberousse, Maison Carrée, Blida, et puis elle a été transférée en France. D'accord. Voilà, d'accord. Et pour revenir
à Yvetot, eh ben, à l'époque, il y a beaucoup de personnalités qui ont demandé à ce qu'on l'arrête. Eh ben, Mitterrand, il ne voulait pas à l'époque, parce qu'il était le ministre de l'Intérieur, je crois. Oui. Donc, de justice. Donc, Oui, il n'a pas voulu, il voulait vraiment. Donc, on va continuer avec Annie Steiner, parce Oui, qu'on bien est sûr. là pour parler Pour d'elle, elle, pour oui. parler de cet hommage. Oui. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues justement témoigner Lors de- en sa faveur. Ouais. Parlez-nous un petit peu de ça. Eh ben, toutes les personnes, d'ailleurs, il pouvait y avoir des milliers comme ça de gens qui vont témoigner d'Annie. D'ailleurs, même si Soufi n'était pas absent, donc il a fait la même chose. Donc, dès que vous citez le nom d'Annie, la personne qui vous cherche, vous parle d'un fait. Par exemple, quand on se promenait en ville, ce soit ici, à Batna, à Oran, on a fait un petit peu des trucs quand elle avait encore un peu de force. Eh ben, les gens venaient la saluer, Madame, merci. Il y avait par exemple les anciens cadres du secrétariat général, qu'elle a vraiment aidé beaucoup. Qui venaient, ils lui disaient, il y a des lettres, il y a des gens qui lui écrivent, il y a des lettres à la maison, je n'ai pas pu les ramener, tout ça, où il lui comment dirais-je, Reconnaissance, il exprimait leur reconnaissance. Oui. Alors, un jour, on mangeait dans un restaurant à côté de la Grande Poste. Eh bien, un jeune, il est venu, il lui a dit, Madame, c'est grâce à vous qu'on est là et tout ça. Et donc, automatiquement, il s'est proposé, il a dit, ah oui. C'était des gestes qu'il faisait. Oui, tout à fait. Pour, justement, les gens lui rendaient un petit peu tout cet amour qu'elle avait pour l'Algérie, toutes ces choses qu'elle a fait pour l'Algérie. Il y a des gens où, je cite l'exemple de la famille Moussaoui, l'ancien ambassadeur. Sa femme, même pendant le Covid, elle venait devant la porte pour la voir. Elle ne rentrait pas parce qu'on était bien entourée. Oui, parce qu'à l'époque, on avait peur pour elle et tout ça. Donc, elle faisait voilà, exactement. Très bien. Donc, on va continuer en tout cas de parler d'Annie. Quels sont les événements de son combat, justement, les choses marquantes qu'on peut citer aujourd'hui? Alors, c'est un cas. Oui. Annie, c'est un cas. Pour ce que j'ai pu apprendre d'elle, en tous les cas, et de ce qu'elle a ce qu'elle a voulu me dire. Donc, en fait, c'est un cas parmi tous ces militants d'origine européenne. Oui. Il y a les chrétiens de gauche. Bon, alors, ils sont structurés, ils savent ce qu'ils veulent. Le plus bel exemple, c'est Pierre Chollet. On les connaît. Pierre Chollet, son père, etc. Il y a les communistes, elles sont connues, mais elle est ni là, mais elle est là et là. C'est une sorte d'électron libre. C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on n'est pas dans un réseau, qui va vous protéger? Qui va vous aider dans la vie de tous les jours? Eh bien, elle était là et là, ce qui a fait qu'on a cru à un moment qu'elle était membre du Parti communiste. Ouais, non, elle avait autre chose à faire que d'être membre d'un parti. Elle devait participer à la lutte pour l'indépendance. Elle a commencé comme agent de liaison. On a cru que oui, alors elle a fait ceci. Oui, elle a fait ce que faisait n'importe quel Algérien soucieux d'apporter sa contribution au mouvement. Et c'est... En plus, je laisserai à mal les problèmes que ça a créé dans sa vie quotidienne. On ne peut pas être marié, avoir des enfants et puis ne pas rentrer la nuit parce qu'on est envoyé en Europe. Tout à fait. Beaucoup de femmes, justement, pendant la Révolution, ont vécu. Une sorte de double vie. De double vie. Bon, moi qui étais enfant, je sais après, je l'ai appris qu'il y avait des choses qui se passaient, mais on ne le vivait pas. Eh bien, mais elle, en tant que militante, elle va le vivre, et elle va le vivre dans sa chair. Dans sa chair, même si les services qui l'ont arrêté, etc., disent oh, non, nous on ne torture pas, on torturait.
On a des exemples de gens, de militants européens arrêtés, notamment celui qui me vient tout de suite en tête, il s'appelle Frédéric Segura. On ne sait plus où il est. Il a été arrêté, le soir même de son arrestation, il a disparu. Bon, disparu, ça veut dire quoi? Assassiné et enterré. C'est ça. En tout cas, Annie reste un exemple aujourd'hui. Ah oui, un exemple, bien sûr, elle reste un exemple. Moi, d'abnégation et d'honnêteté intellectuelle. Oui, il y a un voisin en haut là, qui habite au-dessus. Et ben, son enfant, j'aurais aimé qu'il vienne, il est à l'université, tout ça, et ben, il s'accrochait à elle comme ça. Hein. Oui. D'ailleurs, il y est dans le film de Rachid Bouchareb. Depuis qu'il est arrivé là, et je crois qu'il est arrivé en 2009, depuis ce jour-là, il ne peut pas passer un jour sans la voir. Sans la voir. Ah oui. Très bien. Donc même les plus petits, on va dire, l'admirer, admirer son courage, sa bravoure en tout cas. Une belle leçon d'histoire pour vous, n'est-ce pas? Oui. C'est intéressant. Grâce à moi, à toute l'équipe en tout cas. Donc on va parler un petit peu de vous, de ce que vous faites, mais juste avant. Avec Amira et revenir un petit peu parler du milieu estudiantin et de toutes ces belles choses qu'organisent les étudiants en ce moment. Hein. En tout cas, ces dernières années, j'ai envie de dire, parce qu'on n'avait pas ça avant, hein, franchement. Oui. Donc, vous êtes étudiante, Amira? Oui, étudiante première année master en microbiologie à l'université d'Alger. Voilà. Et donc, vous faites partie d'un club scientifique, donc Quanta Club. Vous avez baptisé au sein de cette université Quanta Club. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter ce club? Oui, d'abord, déjà le nom Quanta, la signification, Quanta, c'est l'unité d'énergie. D'accord. Donc, Quanta Club, c'est un club qui a été créé par des membres qui sont des étudiants à l'université d'Alger 1. Et en décembre 2021, plus exactement.
beaucoup plus dans le domaine scientifique. Donc, à la base, c'était pour les physiques et un petit peu informatique. Mais maintenant, il y a d'autres disciplines qui ont intégré le groupe, comme la biologie, comme moi, la biologie, les maths, l'informatique et physique. Donc, essentiellement, c'est un groupe représentant de la faculté des sciences au niveau de l'université. De toutes les spécialités, on va dire, qui existent scientifiques au sein de l'université. Oui, exactement. Donc, je tiens à remercier déjà l'université Tana, le recteur, le professeur Fares Mokhtari, qui nous a trop aidés pour concrétiser justement ce club. Et aussi l'incubateur de notre université, Madame Le Kurd. Et aussi bibliothèque. Donc, les gens de la bibliothèque, ils nous donnent toujours la place pour tourner des films, des reportages, des vidéos, etc. Donc, on vous facilite un petit peu la tâche pour que vous puissiez faire ce que vous aimez faire, en fait. Oui, exactement. Simplement. Aussi, pour organiser justement des événements, parce que, on est juste des étudiants, on a une idée et on veut la réaliser. Donc, tout le processus de la réalisation de cette idée, donc c'est un peu plus compliqué pour nous, mais on arrive. Donc, notre événement pour cette fois-ci, justement, là, vous avez préparé, j'imagine que ça fait un moment que vous préparez, mais c'est pour demain, donc jeudi. Donc, parlez-nous un petit peu de cet événement, de quoi il s'agit. Oui, pour demain, l'événement, c'est Race to Space, qui comporte sur l'astrobiologie. Donc, l'association de deux domaines, l'astronomie et la biologie. Donc, c'est la deuxième édition de notre événement. Le premier a été l'année dernière, il était sur l'astrophysique beaucoup plus. Donc c'est une continuité des idées du premier événement. Donc voilà, donc il y aura trois conférences par des chercheurs dans le domaine astronomique. Donc la première, je pense que c'est pour... Des thématiques, qui a choisi les thématiques justement de ces conférences? Justement, c'est les étudiants qui ont parler, convaincre les professeurs, les chercheurs, pour aller... Qui ont su convaincre. Oui, voilà, exactement. Donc, il y a monsieur... Oui, donc des profs à l'université. Non, pas forcément à l'université, mais c'est des profs qui vont animer ces conférences. Oui, exactement. Bien sûr, chacun dans son domaine, j'imagine. Oui, exactement. Il y aura aussi des ateliers, des workshops, beaucoup plus sur... des télescopes, comment fabriquer un télescope à l'aide des trucs basiques dans l'optique. D'accord. Donc c'est un truc très important. Aussi, il y aura les chapiteaux et des présentations sur le thème et tout. Donc, mais il y aura aussi une exclusivité pour le docteur... ça va revenir, c'est pas grave. Bouziane, Bouziane Nasser, qui va parler justement sur l'effet ou bien l'influence des rayons cosmiques à l'ADN des micro-organismes. D'accord. À l'espace. Donc déjà, c'est un truc... c'est du lourd, on va dire. Oui, exactement. C'est une exclusivité. C'est la première fois qu'il va parler de ce sujet, en fait. Dans notre événement. D'accord. C'est une chance, on va dire, pour vous? Oui, bien sûr. Découvrir déjà ce domaine, parce que je trouve qu'il y a des clubs scientifiques dans d'autres universités, mais je pense que on peut dire un peu les seuls, pas les seuls, il y a aussi Physica et tout, qui toujours traitent des sujets un peu sensibles, comme l'astronomie. D'autres clubs, généralement, c'est beaucoup plus côté informatique, beaucoup plus médical, etc. Mais aussi, on a d'autres événements. Par exemple, on a... Justement, vous organisez des événements tout au long de l'année. Là, vous venez annoncer celui-ci, mais c'est vraiment tout au long de l'année que les événements sont organisés. Ce événement Race to Space, c'est lui qui a fait vraiment... parler de lui. Oui, exactement. Donc c'est lui, c'est notre événement principal. Lina, vous êtes branchée astronomie, espace, un peu. Je l'étais étant petite. Et là, ce que je voulais lui demander, c'est est-ce que c'est ouvert à tout le monde et où est-ce que ça va se passer aussi?
justement, il va se passer au niveau de l'université d'Alger 1, c'est à l'amphi Ibn Batouche, les conférences. Et c'est ouvert à tout le monde ou Oui, donc il faut juste consulter pour les inscriptions le lien dans notre page Instagram, c'est C'est normal, sinon vous allez être dépassé, débordé, donc pour bien gérer l'événement. Mais les inscriptions sont toujours ouvertes, les inscriptions pour les conférences. Vous pouvez attendre, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, j'aime beaucoup. Étant pourquoi pas petite, demain oui, pourquoi pas. Si vous n'avez pas la météo. Bah si. Malheureusement. Oui, il y aura aussi la conférence de Monsieur Ghariga Hassan Ahmed sur l'astrobiologie. Qu'on connaît, hein, il est avec nous à Canal, il partage beaucoup de belles choses avec nous dans le Bonjour d'Algérie ou dans d'autres émissions en tout cas. Oui, c'est lui, il va être présent le jour demain. C'est bien, une chance. En tout cas, il est très bien. Aussi, une conférence sur l'histoire de l'astronomie par Monsieur Benrahmani Yassine. D'accord. Voilà. Ça revient. Les noms reviennent tout doucement. C'est l'effet de la caméra, on va dire. Très bien. Et sinon, on va parler un petit peu aussi des autres événements que vous avez eu à organiser. Est-ce que vous étiez satisfait? Est-ce que... Oui, on a fait déjà d'autres événements comme Octobre Rose, c'est pour la sensibilisation le cancer du sein. Aussi, on a fait dans les chapiteaux, donc comment utiliser l'intelligence artificielle pour détecter justement, bien diagnostiquer le cancer. Oui. Donc c'était intéressant. Aussi, il y avait l'événement Popular Science, en collaboration avec HIC, c'est High Institute of Science à Burj Al Kifan. Il y avait une compétition pour simplifier la science. Donc c'était des gens de domaine, mes copines ont été là d'ailleurs. Et donc on va passer, par exemple, pour un truc complexe dans la science, ils vont le simplifier pour la population, donc tout le monde peut comprendre. Oui, et justement, peut-être que c'est ça le but en fait de toutes ces rencontres, de toutes ces workshops que vous organisez. Peut-être que c'est le but justement de simplifier, de vulgariser un petit peu ce domaine que nous avons l'impression qu'il est inaccessible, n'est-ce pas? Oui, justement. Bon, pour les gens, pour les conférences, ça va être un peu... sérieux. Oui, exactement. Donc, c'est pas pour nous. Oui, pour les conférences, c'est un peu les gens, un peu de domaine. Oui. Mais après, il y a d'autres activités. Oui, d'autres qui m'a les workshops. Et aussi, dans les chapiteaux, on va présenter l'information simplifiée aux visiteurs. Voilà, exactement. Très bien. Donc, demain, comment s'organise la journée? Alors, elle commence déjà à 9h, à partir de 9h. Jusqu'à midi, on a les 3 conférences. D'accord. Et aussi, après l'après-midi, on a les ateliers. On a les ateliers sur le télescope, etc. Très bien. Mais les ateliers, ça va. La météo, c'est le matin. Oui, bon, ça va. Après-midi, vous n'avez pas d'excuses. Il y aura aussi un truc intéressant. En fait, ils vont ramener un planétarium qui est genre une forme de boule. Oui. Qui est, je fais 12 à 20 personnes. D'accord. Et il y aura une animation cosmique, donc de la Lune, etc. Voilà, derrière la bulle, c'est ça. D'accord, super. Mina, vas-y. Ça, c'est bien ça. Là, je suis complètement d'accord. Ça, c'est vous a convaincu. Là, je suis convaincue. Oui. Très bien. En tout cas, bravo pour ce que vous faites et continuez ainsi. En tout cas, n'hésitez pas à revenir nous voir pour nous parler des prochains événements. Sinon, on vous a proposé une belle leçon d'histoire aujourd'hui à travers l'émission. Et là, on va continuer puisque Mina a décidé aujourd'hui de s'intéresser à la tenue traditionnelle palestinienne et je pense qu'on va apprendre plein de choses avec elle aujourd'hui et voir de belles choses aussi. Exactement. Donc, on en avait parlé la dernière fois. On avait parlé des tenues, la tenue traditionnelle palestinienne qui est une tenue juste magnifique avec plein de couleurs. C'est une mosaïque de couleurs, des tenues très anciennes qui ont une histoire incroyable. Et cette fois-ci, j'ai voulu m'intéresser justement à la broderie. Oui. Qui a une très très grande place dans les tenues traditionnelles palestiniennes. Donc on en avait parlé un petit peu la dernière fois et donc aujourd'hui on revient sur la broderie palestinienne. Donc faut savoir qu'avant 1948 le costume des villageoises palestiniennes connaissait une grande diversité au niveau des régions et du style. Donc chaque région avait
son costume, son style de broderie, ses couleurs, voilà. Donc ça représentait la région, le statut de la personne, voilà. Ouais. En gros, c'est un petit peu ça. Donc ça reflétait un petit peu. On peut voir là justement. Exactement. Donc il y a plein de couleurs, oui, plein de styles. Et donc le costume était généralement brodé. Hein. On parle toujours d'avant 1948, brodé et orné d'appliques. Et chaque élément à lui seul était une œuvre d'art. Oui. Donc comme je le disais, c'était une mosaïque de couleurs. Le costume contenait aussi un système de communication. Oui. Assez complexe, hein, assez complexe. Parce que quand on voit un costume palestinien, donc c'est un petit peu, voilà, ça ressemble un petit peu, hein, la broderie ressemble un petit peu à ça. Oui. Voilà. Très et donc, beau. c'est c'est comme je le disais, c'est un système de communication. C'est un peu géométrique. Exactement. Voilà, il y a plein de motifs et chaque motif a sa propre signification. Donc, je la remets là. Oui. Donc un système de communication assez complexe qui exprime le statut de la personne, alors sa richesse, son origine et dans les couleurs, donc je le disais, une explosion de couleurs, on trouve énormément de rouge dans les tenues traditionnelles palestiniennes. Et donc c'est lié aussi à l'identité de la région. D'accord. Donc la broderie, oui, tu veux voir? La robe, oui. Bien sûr. Bien sûr. Monsieur. Allez-y, voilà. Merci. Bon, elle est un peu grande, continuez, oui. Oui. On peut bien voir la broderie en tout cas. Donc au niveau des broderies, on trouve des broderies qui ont des noms assez loufoques, hein, on va dire. D'accord. On Chaque trouve... point peut-être a Exactement. Ça, hein. Donc il y a la tente du Pacha. Donc c'est un petit carré. Donc si tu prends là sur le côté, voilà. Oui. Si on découpe, ça fait un petit carré. Et ça, on appelle ça la tente du Pacha, qui est apparue pour la première fois à l'époque où la région était sous le pouvoir de la cour ottomane. D'accord. Donc, on a aussi le galon d'officier qui fut adopté durant le mandat britannique. Donc, en fait, la broderie s'adapte au fur et à mesure, hein, avec l'histoire, avec les événements de la région. Exactement. Et dans les costumes des villageois, on trouvait le costume comprenait une robe, bien sûr, portée avec un pantalon, un gilet ou une veste et une coiffe. On en avait parlé la dernière fois, les chapeaux, les coiffes, voilà, brodées, ou de temps en temps on retrouvait une petite pièce sur le chapeau ou la coiffe, et bien sûr un voile brodé. Et contrairement aux Bédouins, les villageoises ne se voilaient pas le visage, excepté le jour de leur mariage. Donc les mariés, on voyait les mariés qui portaient cette tenue-là, et généralement en blanc bien sûr, avec beaucoup de couleurs, dont le rouge, et un voile, une coiffe et un voile. D'accord. Donc ça, c'était pour les mariés en tout cas. Ça, c'est spécifique voilà, pour la mariée. Exactement, c'est pour les mariés. Certaines règles régissent la mise en place de la broderie. L'ornementation est surtout concentrée sur la poitrine, comme on le voit. Voilà, la poitrine et les manches. Oui. Voilà, un petit peu en bas. En bas. Exactement. Il y a eu une petite période, il faut savoir qu'il y a eu une petite période où le costume traditionnel palestinien avait pratiquement disparu, mais heureusement, on a constaté sa réapparition. On a constaté la réapparition des costumes brodés à partir de 1960. On a retrouvé des costumes un peu plus sobres, plus pratiques et plus fonctionnels. Donc, les costumes avant étaient brodés avec de la soie, sur du lin ou encore du coton. Voilà, c'était des fils de soie. Et à partir de 1960, on a trouvé un petit système un peu plus pratique. Pour qu'on puisse mettre peut-être tous les jours. Pour les mettre pour tous les jours. Et dans les années 70, on voit l'apparition de la robe à 6 branches. En fait, les branches, c'est ce qu'on retrouve
Oui. Bon, là, il n'y en a que deux, ce qu'on retrouve oui, en bas. d'accord, oui, Voilà. on les voit bien. On les voit bien. Là, on voit que Attendez, deux. Mais à partir de 1970, on retrouve des robes avec 6 branches, donc 6 bandes verticales. Et en fait, ces 6 branches reflètent la nécessité économique, en fait. D'accord. Plus les bandes étaient épaisses et plus la personne était, on va dire, à l'aise financièrement. Et quand elles étaient un peu plus fines, donc la personne était dans le besoin. D'accord. Donc voilà. Donc, c'est pas Je prends grave. mes feuilles. Oui. Et dans les années 90, on avait parlé la dernière fois, quand on a parlé du kéfier, Oui. le drapeau palestinien était interdit. Donc les hommes portaient le kéfier C'est et ça. les femmes. Pour justement. Exactement. montrer- Et les femmes brodaient le drapeau palestinien sur leur robe. Leur robe. Voilà. Et il faut savoir qu'on appelle ça le tatriz. D'accord. Voilà. Et donc le tatriz, en gros, c'est l'art de coudre à la main des motifs en point de croix. Et cet art qui est magnifique se transmet de mère Bien en fille. évidemment. Donc, Heureusement. exactement. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles se retrouvent dans une maison, entre mère et fille, et voilà, et elles apprennent à leurs filles à partir de 8 ans, justement, à partir de l'âge de 8 ans, à broder, et elles leur expliquent aussi la signification de tous ces motifs, voilà, de de ces toutes symboles, ces couleurs, de tous ces symboles. Très bien. Exactement. Donc, on peut trouver le symbole de la plume, de l'olivier, voilà, la tente du pacha. Et il faut savoir que l'art de la broderie est sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Très bien. Merci Mina. Merci, Merci. pour cette belle leçon. Une autre belle leçon aujourd'hui. Hein. Oui, Très une autre bien. belle leçon En tout cas, d'histoire. merci. Même avec vous, on a beaucoup appris. Merci d'avoir accepté notre invitation, Amira Malek, et bon courage pour demain. Monsieur Soufi, merci d'avoir été parmi nous. Monsieur Moussi, merci d'avoir partagé toutes ces anecdotes d'Annie avec nous. Mina, la semaine prochaine, avec plaisir. grand plaisir, mercredi prochain. Et merci à vous de nous avoir suivis. On aura bien sûr le plaisir de vous retrouver mardi prochain, toujours à la bonne heure. D'ici là, très bonne suite des programmes sur Canal Algérie et prenez soin de vous. Au revoir. مية وثلاثين سنة فيه جرائم بشعة ندارت في هذه البلاد.